Je m'appelle Guillaume Béranger, je suis animateur au village BAIC Normandie, qui est situé à Caen, un accélérateur de start-up avec un objectif, créer du lien autour des défis de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc on est un village qui a été créé en 2016 avec 4 membres fondateurs, le Poltès, la coopérative Agrial, la Chambre d'agriculture de Normandie et puis la Caisse régionale du Crédit Agricole de Normandie. Bonjour à tous, merci Guillaume pour l'introduction. Donc, moi, je suis Marie Pereda du Poltès, je suis responsable territoriale donc dans le pôle de compétitivité numérique de Normandie. Et on vous propose ce matin, en partenariat avec le village, une présentation des appels à projets en numérique et agriculture, ou agritech, ce matin. Pour ce webinaire, on vous le propose en 2 temps. Une première étape avec un panorama de l'innovation agri et agro avec Arnaud Rey du Crédit Agricole. Puis une présentation de Monsieur Vissac, mais pas que, du ministère de l'Agriculture, qui vont nous présenter 3 appels à projets en particulier que vous avez pu voir dans l'ordre du jour que vous avez reçu par mail. Et ensuite, on vous proposera une session sur la fin du webinaire de questions-réponses. Les bonnes pratiques simplement pour ce webinaire, ça va être de, s'il vous plaît, donc laissez vos micros coupés et vos caméras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et j'ai lancé l'enregistrement pour le webinaire. Merci Marie. Bien, écoutez, sans plus attendre, je te propose Arnaud de commencer ta présentation de ton panorama de l'innovation agri-agro. Tu pourras te présenter avant de démarrer, bien évidemment. À toi Arnaud, merci. Parfait, merci beaucoup Guillaume. Je pense que logiquement, vous devez voir ma présentation. Donc, alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Ouais, voilà, ça bascule. Donc Arnaud Rey, je travaille au sein des études économiques du groupe Crédit Agricole sur la thématique de l'innovation agri-agro du champ à l'assiette, avec différentes missions. La première, c'est le diagnostic d'entreprise et de projet pour les entités du groupe Crédit Agricole, dans le cadre de nos financements, de nos investissements. La deuxième dimension, c'est l'appui commercial en rendez-vous avec tous les banquiers du groupe Crédit Agricole sur toutes les tailles d'entreprise, de la start-up au gros corporate. Et puis une activité que nous appelons diffusion, qui réunit des publications dans des articles, prismes, de la presse, ou alors des interventions, comme aujourd'hui, sur des éléments internes ou externes au groupe Crédit Agricole. Alors, pourquoi parler d'innovation agri-agro? Bien, tout d'abord, c'est parce que l'on connaît un environnement en forte mutation. Il y aura plus de 9 milliards d'individus en 2050 selon l'ONU, sachant qu'aujourd'hui nous sommes à peu près 7, donc très logiquement, il va y avoir une assez forte augmentation des besoins en alimentation pour nourrir ce surcroît de population. Il y a aussi le changement climatique. On parle de plusieurs degrés à horizon 2050 de changement, avec un impact qui est déjà visible, les événements exceptionnels. Et puis, quand on parle d'événements exceptionnels, il y a quelque sorte du ressenti. Si on veut le regarder de manière plus factuelle, si on prend par exemple les dates des vendanges dans la région viticole de l'Alsace, on se rend compte que ces dates, elles sont de plus en plus tôt. Maintenant, elles sont même systématiquement dans la première quinzaine de septembre, quand dans les années 70, en Alsace, on était plutôt sur des vendanges en octobre. Le corollaire, c'est une pression sur la ressource en eau, une ressource en eau qui va devenir de plus en plus rare selon les latitudes. Et puis donc, une pression environnementale sur les surfaces agricoles utiles, parce que qui dit plus d'individus, dit aussi moins de place au final pour l'agriculture, sauf à faire de la déforestation, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Et puis en parallèle de cet environnement en forte mutation, il y a des attentes consommateurs qui évoluent et qui sont de plus en plus variées et sophistiquées. On ne consomme et on ne s'alimente pas exactement de la même façon aujourd'hui qu'il y a 20 ans et encore moins qu'il y a 50 ans. Donc ces nouvelles exigences des consommateurs, elles sont très diverses et c'est ça aussi qui rend la lecture parfois du marché compliquée, mais qui est aussi vecteur d'opportunités pour tout ce qui est innovation agricole et agroalimentaire. Alors, nuage de mots, j'en reprends quelques-uns. Aujourd'hui, en quelque sorte, le consommateur, il veut de plus en plus manger ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec des notions de personnalisation, de proximité locale, d'empreinte environnementale réduite, de bien-être animal. Je m'arrête un peu sur le bien-être animal. Il y a 10 ans, on parlait très peu du bien-être animal. Aujourd'hui, sous la pression d'associations, c'est devenu un véritable sujet qu'il faut adresser d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce qui aboutit, quand on regarde les études qui sont réalisées par Kantar, notamment pour le Cial, c'est celle que je reprends sur le côté droit de l'écran,
En France, 3/4 des consommateurs ont changé de comportement alimentaire au cours des 2 dernières années, avec des changements en faveur de l'éthique, l'environnement ou les ingrédients. Et on pourrait se dire, c'est quelque chose qui concerne les pays riches. Et bien donc, quand on regarde, au final, tous les pays du monde sont concernés par cette tendance. Voilà. Globalement, ce qui ressort dans les études, c'est le consommateur veut une alimentation plus saine, avec un petit bémol en France, où le local est à jeu égal un léger pourcentage de plus. Pour autant, toutes ces exigences, elles sont aussi challengées par la crise sanitaire et les difficultés économiques qui peuvent en découler. On parle beaucoup aujourd'hui dans les médias du retour de l'inflation, et c'est l'inflation alimentaire qui, entre guillemets, avec les carburants, est la plus visible pour les ménages et qui peut entraîner des arbitrages de consommation qui viennent jouer sur les tendances. Évolution de l'environnement, évolution du consommateur et évolution technologique, avec l'apparition de sujets comme l'IoT, l'Internet des objets, qui créent énormément de données, qui vont constituer donc le big data, que l'on va pouvoir travailler et analyser au travers de l'intelligence artificielle, et sur lequel vient se plugger au final la robotique. Et ces évolutions, elles arrivent assez vite au final. J'ai l'habitude de reprendre l'exemple du smartphone. Il y a 10 ans, au final, il y aurait encore eu quelques téléphones à touche dans l'assemblée. Aujourd'hui, on a tous 1 ou 2 smartphones, et on fait énormément d'achats dessus, ce qui était beaucoup moins le cas il y a 10 ans. Donc, cette technologie, elle se diffuse de manière relativement invisible, mais elle est de plus en plus présente. Et aujourd'hui, elle est présente dans nos usines, elle est présente dans les champs, elle est présente dans les supermarchés. Et donc, ce qui nous amène à avoir un peu segmenté l'innovation agri-agro avec les enjeux pour l'agriculture et les enjeux pour la transformation. Si on part pour l'agriculture, bon, il y a des sujets transverses qui sont la donnée, l'utilisation de la donnée et l'empreinte carbone. Mais au-delà de ça, on va trouver tout un gros sujet que l'on regroupe sous le terme d'agrobiotech, qui va concerner tout ce qui se passe au champ. Donc ça va être les nouveaux intrants. Les intrants sont de plus en plus critiqués, les phytosanitaires, il y a de plus en plus d'interdictions de molécules. On peut aboutir à des impasses dans les itinéraires techniques, comme on a pu le voir dans le cadre de la jaunisse de la betterave. Donc aujourd'hui, il faut penser à de nouvelles solutions, qui sont notamment le biocontrôle, pour pouvoir réduire la part des produits phytosanitaires et remplir les objectifs gouvernementaux, notamment déclinés dans les différents plans Ecophyto, la dernière version étant Ecophyto 2+. On a aussi un grand champ d'innovation autour de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est allier technologie, économie au travers de la rentabilité pour l'agriculteur et agronomie. On va avoir des capteurs, que ce soit dans les champs, sur l'exploitation, dans les stabules, sur les tracteurs, qui vont utiliser et capter énormément de données, comme leur nom l'indique. Ces données, elles vont être travaillées souvent par des outils d'intelligence artificielle pour aboutir à des préconisations pour les agriculteurs, préconisations assises sur de la détection. On va pouvoir, grâce à un capteur ou à une image, se dire, tiens, à cet endroit-là du champ, j'ai une pression d'une maladie. On le verra plutôt grâce au capteur que par la simple observation visuelle, et l'outil d'aide à la décision pourra proposer ou propose à l'agriculteur, en fonction aussi des paramètres externes, température, météo, d'appliquer tel ou tel traitement ou de faire telle ou telle action. Dans l'agriculture de précision, j'inclus aussi tout ce qui est nouveau système de culture, dans lequel, même si on n'est pas les plus concernés en France, on va retrouver tout ce qui est agriculture urbaine, agriculture verticale. Corollaire de cette agriculture de précision et de cette masse de données et des progrès de la technologie, c'est la robotisation. Aujourd'hui, grâce au GPS ou RTK, on est capable de positionner au mieux les outils agricoles, qui s'interfacent d'ailleurs assez bien via Isobus. Si on prend aujourd'hui une moissonneuse-batteuse ou un tracteur, on est très loin de ce qui existait il y a 20 ans. Et si on le compare à une Tesla, clairement, le tracteur dernière génération grande culture n'a pas du tout à rougir. La prochaine étape, c'est de pouvoir automatiser certaines tâches, notamment le désherbage, qui sont assez importantes, notamment en maraîchage ou en grande culture. Et donc, c'est d'aller au final vers le tracteur autonome. Ça, c'est pas tout à fait pour demain, c'est plutôt pour, on va dire, après-demain. Mais il y a un très grand champ d'innovation qui se développe et en France, on est plutôt performant sur ce sujet de robotisation avec de multiples solutions, à l'instar des Nayo, des Tractor ou encore des Vitibots. Puis un peu plus en aval, on a tout ce qui tourne autour de l'agribusiness et de la digitalisation de la chaîne de valeur agricole, avec les applications de suivi des cours, comment vendre au mieux ma production, la dimension réseaux sociaux et ce que certains appellent le co-farming. Avant, on avait l'habitude d'échanger au coin du C15 ou par-dessus la haie. Aujourd'hui, vu la taille des exploitations, c'est de moins en moins possible. Et donc, les agriculteurs ont aussi besoin de communiquer, ce qui se fait via potentiellement des réseaux sociaux agricoles ou de la mise en relation
facilité entre, par exemple, travailleurs agricoles et employeurs agricoles à l'occasion d'outils digitaux. Et puis tout ce qui est plateforme de marché, aujourd'hui, pour vous fournir en intrant, ce n'est pas les plateformes qui manquent, hein. On va avoir du Agriconomie, on va avoir du comparateur de machines, on va avoir du Aladdin si on va du côté des COP. Donc on s'en rend compte, hein, l'innovation elle est très riche en matière agricole, elle concerne tous les segments de l'agriculture et aussi toutes les cultures, hein. Que l'on se mette en vitie, que l'on se mette en élevage, que ce soit porcin ou laitier, on va retrouver à chaque fois toutes ces dynamiques. Et d'ailleurs, je parlais robotisation en élevage laitier, elle est très présente au travers des robots de traite qui pénètrent de plus en plus d'exploitations. Et donc la transformation, la partie davantage agroalimentaire, ne reste pas non plus étrangère du tout à ce mouvement d'innovation pour répondre aux enjeux qu'on a présentés dans la première partie. On va d'abord trouver les nouvelles conceptions et formulations. Le plus bel exemple, au final, c'est les produits sans, que ce soit le sans nitrite, le sans gluten, il y en a dans tous les sens, sans résidus de pesticides. Donc cette allégation sans, elle a complètement conquis nos linéaires en quelques années, sans qu'on s'en rende compte. Avec, en plus, derrière tout ce qui est, application du style Yucca, qui aujourd'hui viennent bousculer aussi les recettes. Intermarché a décidé fin 2019, par exemple, d'améliorer les scores Yucca de toutes ses recettes MDD en supprimant, un certain nombre d'additifs afin de les améliorer. Et donc là, on est clairement dans l'innovation produit. Puis on va avoir bien sûr tout le sujet, des protéines dites alternatives, à base de, protéines végétales, de ce qu'on appelle les protéines in vitro cultivées en laboratoire, les algues ou les insectes. Et puis on a les nouvelles manières de consommer qui viennent aussi irriguer l'innovation en matière de transformation. Ça va être le local. Aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus à la recherche de l'origine et souhaite manger au plus proche de chez lui pour réduire les chaînes alimentaires. Et puis, quand on dit nouvelle manière de consommer, alors, on s'en rend pas compte, mais au final, très progressivement, le repas traditionnel français, entrée, plat, dessert, quand vous recevez au-delà d'un certain nombre de personnes, il se transforme de plus en plus en une offre de snacking, entre guillemets. On va mettre une sorte de buffet sur la table où chacun pourra aller picorer, mais donc ça bouscule aussi complètement les linéaires. Il suffit de voir les rayons ultra frais d'un supermarché aujourd'hui qui sont très riches de cette offre-là, de choses à picorer. On va aussi avoir un peu plus à plus long terme l'alimentation santé, avec potentiellement un changement de fonction de l'alimentation qui passerait de se nourrir à rester en bonne santé, avec l'amélioration des profils nutritionnels, une amélioration personnalisée et des régimes spécifiques de plus en plus diffusés, avec notamment la poussée du flexitarisme. Le flexitarisme aujourd'hui représente, alors les chiffres varient hein, selon les sources, le flexitarisme c'est le fait de manger moins de viande, mais plutôt de meilleure qualité. C'est à peu près 30% de la population en France, donc c'est un chiffre très élevé, alors que par contre le véganisme, que j'ai aussi cité en exemple, on est sur une niche de marché à environ à peine 1% de la population. Et puis en transverse au final, que ce soit dans la transformation ou dans l'agriculture, on a un sujet de lutte contre le gaspillage alimentaire, renforcé par les politiques publiques de transparence et de traçabilité. La blockchain alimentaire au service de la traçabilité. Donc la blockchain, c'est permettre la traçabilité du champ à l'assiette de ce que nous mangeons au travers de QR codes via des séries inviolables. C'est réduire les impacts environnementaux, hein. L'empreinte carbone est aussi très présente sur la partie transformation et réduire ce gaspillage avec des solutions qui se multiplient, que ce soit auprès du consommateur via Too Good To Go, par exemple, les invendus pour les commerces locaux, ou des solutions comme Smart Waste, Zéro Gâchis, à destination des distributeurs. Et puis, la lutte contre le suremballage, avec un exemple très récent sur l'emballage des fruits et légumes, où le plastique est de plus en plus banni. Un nouveau territoire économique, l'innovation agri-agro, hein, avec des levées de fonds qui se comptent en milliards d'euros au niveau mondial et qui ne cessent de se développer. En France, elle se positionne sur l'innovation agricole qu'on appelle l'agtech, elle se positionne plutôt bien, elle est au 2e rang mondial derrière les États-Unis. Sur la partie foodtech, innovation dans l'alimentation pure, plutôt agroalimentaire, elle est beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas de grosses plateformes de livraison à l'instar d'autres pays. Et puis dans tout cet univers, au final, eh bien, le Crédit Agricole se positionne au travers du réseau des villages comme un acteur leader, en émergeant de très nombreuses startups de l'agtech et de la foodtech, et puis aussi en exerçant ses métiers historiques, ses métiers de financement et ses métiers d'investissement, et en étant partenaire de la Ferme Digitale, l'association qui regroupe les startups de l'agtech en France. Merci beaucoup à tous. Je laisse la parole
à nos amis du ministère de l'Agriculture. Si j'arrive à arrêter le partage. Merci Arnaud, merci beaucoup. Bon, oui. On fera un temps de Donc, questions-réponses à l'intervention de M. Lissac. alors, On laisse. je vais présenter quelques diapos et pendant que je mets les diapos à l'écran, dire que en fait, on va intervenir à deux voix, puisque mon collègue Benoît Assema participe également à ce webinaire. Benoît, si tu veux dire un mot, puisque j'ai mis à l'écran la diapo qui permet de rentrer, avant de rentrer dans le vif du sujet des trois appels à manifestation, des appels à projets, voilà, vous présenter dans quel cadre elles s'inscrivent ces appels à projets. Je pense que ce qui a été dit par le collègue du Crédit Agricole est vraiment une excellente entrée en matière. Et nous, on va rentrer maintenant, on va zoomer sur ces trois appels, mais peut-être d'abord que pourrions-nous nous présenter, Benoît, si tu veux bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis le coordinateur de la stratégie dite alimentation durable et favorable à la santé, qui fait partie du 4e programme d'investissement d'avenir et qui se déroule dans un continuum avec la stratégie que pilote Philippe. Donc, moi-même, je m'occupe de la première stratégie, système agricole durable et équipement agricole contribuant à la transition écologique. Et donc, on va maintenant, comme prévu avec les organisateurs, on va vous présenter les appels à projets. Je ne sais pas si vous voyez dérouler les diapos. Là, tout de suite, non. Alors, Voilà. moi, je vois une diapo, mais il faut que tu le mettes en mode diapo, quoi. Présentation, oui. Mode plein écran, oui. Ça va, là? C'est pas en plein écran, là. Il faut cliquer sur le plein écran, je pense. Voilà, super. Là, Bon. c'est tout bon. Alors, donc le premier de ces appels à projets, c'est innover pour la transition agroécologique, hein. Donc, tous les projets, tous les appels qu'on va vous présenter sont opérés par BPI France. Et donc, c'est pour ça que vous avez un fond d'écran qui est BPI. Et donc, on a repris un certain nombre de diapos. Vous aurez les contacts à la fin de la présentation. Alors, ce premier appel à projet innover pour la transition agroécologique, complètement en écho à ce qu'a dit le collègue du Crédit Agricole sur la partie agricole, en termes de front de technologie à accompagner. Donc, on est complètement là-dessus sur des équipements agricoles intelligents en termes de thématiques. On est sur les alternatives aux intrants fossiles ou de synthèse. Et on va notamment zoomer sur tout ce qui est biocontrôle et biostimulants. Et on reste évidemment on doit rester extrêmement actif avec cet appel à projet sur tout ce qui est ressources génétiques. Et je rajouterai un quatrième bullet point par rapport aux thématiques, c'est évidemment tout ce qui tourne autour du numérique. Ce qui a été dit, bon, il ne s'agit pas évidemment d'avoir des innovations qui sont juxtaposées, mais on va avoir envie de les connecter, puisque on voit bien que la plupart de ces innovations par rapport aux solutions de synthèse vont avoir des effets partiels, et donc il faut absolument les connecter pour arriver à les articuler, à les combiner au mieux sur le terrain, dans les exploitations, dans les parcelles, donc pour les troupeaux. Alors, les objectifs de droite, les enjeux à relever, bon, le collègue du Crédit Agricole les a bien présentés, je ne vais pas m'appesantir dessus. Pour cet appel à projet, vous avez un certain nombre de critères qui figurent dans le cahier des charges. Vous avez deux types de projets, des projets individuels. Ceux-là, donc, ils sont limités, donc ils présentent une demande qui doit être au minimum de 500 kg €. Et les projets donc collaboratifs, pour lesquels le budget minimal est de 2 millions d'euros. Et vous voyez que pour les projets collaboratifs, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent rentrer, enfin de partenaires qui peuvent rentrer en ligne de compte, et notamment des entreprises qui ne sont pas forcément du secteur, des organismes de recherche ou des instituts techniques,
on peut travailler avec des instituts techniques là-dessus. Vous avez les niveaux TRL, hein, on se place avec des leviers qui ont fait des preuves de concept et qu'il faut essayer de déployer dans un certain nombre de contextes. Voilà. Donc, la labellisation par le pôle de compétitivité est toujours un critère intéressant, même si il est indiqué que c'est optionnel, mais ça crédibilise évidemment la démarche et évidemment, c'est pas dans ce cadre-là que je vais dire le contraire. Vous avez ici les durées, donc avec les durées qui sont de 18 à 48 mois pour les projets individuels, le collaboratif porte sur des durées plus longues. Les critères de sélection, là, on n'a pas forcément une pondération entre ces différentes cases, mais vous voyez qu'il faut quand même toutes les argumenter. Le caractère innovant du projet, des retombées économiques, enfin, la capacité à les réaliser, et puis bien entendu, la ligne du bas sur laquelle je voudrais insister, c'est les performances environnementales et l'impact sociétal. Et en écho à ce que disait le collègue tout à l'heure, évidemment, on va regarder, quand on va parler d'une ferme verticale, on va quand même regarder quelles sont ses performances environnementales. Ça, c'est un critère qui est de plus en plus prégnant. Ces critères sont de plus en plus prégnants et on attire votre attention là-dessus. La dernière diapo sur cet appel à projet porte sur les dépenses éligibles. Alors évidemment, je ne vais pas forcément tout détailler. C'est un élément important pour choisir les bonnes options au moment de monter le projet, de réaliser le consortium. Vous voyez qu'évidemment, il y a des écarts importants entre petites et grandes entreprises, entre un niveau TRL un peu bas de recherche industrielle ou un niveau plus abouti, plus avancé. Vous voyez l'intérêt qu'il y a à associer des organismes de recherche. Voilà, donc je ne vais pas forcément détailler ça. On pourra y revenir s'il y a des questions. Voilà, donc je vais passer la parole maintenant à Benoît. Je déroulerai les diapos, Benoît, sur l'appel à projet besoins alimentaires de demain. Merci Philippe. Cet appel, c'est celui aussi que vous avez pu connaître sous le nom de FoodTech. Il est doté de 110 millions d'euros. Je ne sais pas si tu l'as dit Philippe, Agritech, celui que tu as présenté, est doté à hauteur de 90 millions d'euros. Peut-être une petite parenthèse pour bien resituer ces appels à projets, que ce soit clair pour vous par rapport au PIA4 et aux stratégies. Les stratégies d'accélération, elles visent à financer tout le continuum, du laboratoire de recherche fondamentale, du laboratoire de recherche, jusqu'à l'industrialisation de l'innovation et jusqu'au consommateur. Et il s'agit de financer évidemment de l'innovation. Et donc, au total, elles sont dotées, ces deux stratégies, de 880 millions d'euros. Vous avez peut-être vu ça dans les dossiers de presse qui ont été faits par le gouvernement au mois de novembre. Et maintenant, elles sont intégrées dans ce que l'on appelle France 2030. France 2030, vous en avez très certainement entendu parler, la presse en a parlé, le gouvernement en parle. Et donc, ce PIA4, désormais, fait partie du pilotage de France 2030 et qui, au total, du coup, est doté de 54 milliards d'euros pour les 5 prochaines années pour l'innovation. Et le secteur agricole et alimentaire est doté à hauteur, au total, du coup, de 2,4 milliards d'euros. Voilà, c'est pour citer les ordres de grandeur. Nous sommes les coordinateurs des stratégies, et ces stratégies d'accélération, elles sont intégrées désormais dans France 2030. C'est en train de se faire, ce sera un peu plus clair pour le grand public au cours des prochaines semaines. Donc, je reprends sur besoins alimentaires de demain, et tu peux passer la diapo suivante, Philippe. Donc, la thématique, et vous avez peut-être accédé, vous avez peut-être vu le cahier des charges de toute façon sur le site de BPI France. Oui, là aussi, il faut pour vous le dire, ces appels à projets sont opérés par BPI France, mais lorsqu'il s'agit de recherche, c'est l'Agence nationale de la recherche qui va opérer les projets. Par exemple, pour ce qui concerne l'alimentation, la recherche sur le microbiome, ça a été évoqué brièvement tout à l'heure, le lien entre notre alimentation, notre microbiote intestinal et la santé et l'impact sur les maladies chroniques, le travail sur les ferments du futur. Enfin, il y a beaucoup d'autres sujets, évidemment, que les 3 appels à projets que nous vous présentons aujourd'hui.
hein, et notamment sur l'innovation. Il y a sur la stratégie d'alimentation d'autres sujets qui portent sur la digitalisation. Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de la digitalisation, sur qu'on va appeler les jumeaux numériques, c'est-à-dire la capacité d'intégrer dans les chaînes de production agroalimentaire un ensemble de données numériques, de les gérer dans un espace numérique et qui permettra d'avoir plus d'agilité pour l'évolution des chaînes de production. C'est un projet qui sera lancé prochainement. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets différents. Je me reconcentre sur cet AAP besoins alimentaires de demain. Vous avez pu le lire, les objectifs, des aliments plus sains et plus durables, développer des process innovants, développer de nouveaux emballages, de nouveaux outils de traçabilité. En fait, les thématiques sont très larges, des process jusqu'à la traçabilité en passant par les emballages. Et vous l'avez vu, les objectifs, ils sont là aussi très variés. C'est évidemment d'être favorable pour la santé de nos concitoyens. Mais ça peut être aussi des objectifs plus ciblés, de nutrition préventive, des recettes ciblées pour les personnes âgées, ou pour des sportifs, ou pour des besoins spécifiques, des personnes, disons, avec des pathologies chroniques particulières, etc. Voilà. Donc, c'est extrêmement large, hein, la dimension de cet appel à projet. Il comprend d'ailleurs aussi l'alimentation animale, même si ce n'est pas ce qui est précisément ciblé, mais il peut y avoir des projets sur l'alimentation animale. Nous en avons vu dans la première relève qui a eu lieu donc, il y a 2 semaines. Diapo suivante. C'est les deux projets, les deux AAP, Agritech et Foodtech, sont bâtis de la même façon. Et donc là aussi, il peut y avoir des projets individuels, donc portés par une entreprise, mais aussi des projets collaboratifs avec un consortium, une association pouvant inclure un institut de recherche. Les budgets, là aussi, sont du même ordre de grandeur, 500 millions minimum pour les projets individuels, 2 millions d'euros pour les projets collaboratifs et des durées identiques, 18 mois, 48 mois ou 3 à 5 ans. Agritech, Foodtech, ça a été bâti de la même façon. On poursuit sur les grandes caractéristiques, mais finalement, je vais aller vite parce qu'on est dans le même esprit que pour Agritech. L'innovation, c'est essentiel. Le PIA 4 ne finance que l'innovation. Les retombées économiques du projet, évidemment, pour faire en sorte que notre système agricole et alimentaire en France, qui est un des leaders, évidemment, dans le monde, eh bien, conserve sa place, voire même conforte sa place de leader. Donc, c'est un volet essentiel. Mais aussi la capacité de la structure qui présente le projet, voilà, sa solidité est évidemment examinée par BPI France. Voilà. Et la performance environnementale, l'impact sociétal, dans toutes les dimensions, comme ça a été évoqué en introduction, qui sont très nombreuses, et en France aussi, tout ce qui touche au circuit court, au local, fait partie des attentes de la société. Diapo suivante qui donne un peu plus de détails, si tu veux bien la passer Philippe, là aussi sur le taux d'aide, qui vous le voyez, vous l'aurez avec ces diapos, si donc vous l'avez sur le site de BPI France, sont des taux variables en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la nature du projet. S'il s'agit de projets plus de recherche, ils seront plus aidés que des projets qui sont plus de développement et d'expérimentation pour mettre en œuvre des éléments qui existent déjà, des niveaux de TRL, disons, plus élevés. Vous avez là aussi quelques détails sur la nature des dépenses éligibles, sur voilà, mais on ne peut que vous inciter, comme c'est BPI France qui est l'opérateur, à la fois à regarder sur le site de BPI France, mais aussi à contacter la personne qui, vous la verrez tout à l'heure, à BPI France, pourra vous renseigner plus précisément par rapport à ces éléments un peu de cadrage que l'on vous délivre aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est la dernière diapo pour ce qui me concerne. Merci. Merci beaucoup. C'est à toi, Philippe. Oui. Il faut que tu mettes ton micro, hein, Philippe, sinon ça ne marchera pas. Monsieur Bissac. Monsieur Bissac.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai été un peu plus vite que ce qu'il pensait? Non, là c'est bon, c'est bon. C'est bon. Excusez-moi, il faut qu'on affine nos présentations. Alors, vous voyez toujours le diaporama. Alors, j'étais en train de dire que ce troisième appel d'offres, donc qui est centré sur les équipements agricoles. Donc, c'est un appel d'offres qui est un tout petit peu plus original, à mon avis, par rapport à l'écosystème des agroéquipements. Donc, il est là pour essayer d'accompagner les entreprises, alors évidemment de la robotique, des équipements agricoles, incluant évidemment des technologies numériques, mais également des dispositifs d'outils d'aide à la décision qui pourraient être donc déployés dans les exploitations, avec évidemment tout ce lien qu'il peut y avoir entre des capteurs et des outils d'aide à la décision autour de tous les critères qu'il y a à prendre en compte de performance économique, environnementale, sociétale. Voilà. Donc, l'idée là, ici, c'est de soutenir des entreprises, donc vous voyez, qui auraient des projets de robotique, d'agroéquipement, de technologie automatisée, et de les soutenir dans le déploiement de pré-séries. Précédemment, on aurait dit voilà, on a un prototype, on va le tester sur un site expérimental, voilà. Et là, l'idée, c'est de le déployer dans différentes situations, donc contrastées, pour arriver vraiment à montrer l'intérêt de ces équipements dans différents contextes, et éventuellement même de faire évoluer la pré-série au niveau de ses cibles, en termes de culture, en termes de filière, et en termes de fonctionnalité. Alors, l'idée qui est également proposée avec cet appel à projet, c'est éventuellement d'y aller à plusieurs, avec évidemment une entreprise leader, mais pourquoi pas d'autres offreurs d'innovation, si je puis dire, qui viendraient proposer des technologies compatibles et qui permettraient, encore une fois, toujours la même idée, de faire basculer le système vers une moins grande dépendance aux intrants et aux énergies fossiles. Voilà. Alors, les critères de sélection sont un peu différents de ceux qui précèdent, là, sur AgriTech et FoodTech. On est un tout petit peu plus haut, évidemment, en TRL, puisqu'on parle de pré-série. Et on parle certes de projets individuels, mais l'idée, c'est encore une fois de pouvoir éventuellement le faire à plusieurs. Et dans le déploiement de ces pré-séries, on parle d'exploitation agricole qui pourrait accueillir les matériels, mais également d'exploitation de sites expérimentaux, de COP, de chambres, d'instituts techniques, de recherche publique, de lycées agricoles, voilà, sur lesquels, évidemment, les entreprises pourraient trouver des points d'appui pour promouvoir ultérieurement, avec des références acquises sur le terrain, promouvoir leur pré-série. Alors, les critères sont grosso modo les mêmes que ceux qui précèdent. On voulait simplement faire un zoom sur toute la partie réglementaire, c'est-à-dire que on peut penser que la pré-série est en cours d'agrément en termes de réglementation, sécurité, etc. L'idée, c'est de pouvoir quand même déposer les dossiers, même si tous les agréments ne sont pas obtenus, notamment quand on va se trouver dans des sites, sur des sites expérimentaux. Bon, il ne s'agit pas évidemment de mettre sur le terrain des dispositifs qui ne seraient pas, on va dire, qui respecteraient pas un certain nombre de normes de sécurité. Mais l'idée, c'est quand même de les mettre au point, y compris dans ce cadre-là, de pouvoir finaliser la mise au point et le respect de la réglementation pour qu'au sortir du projet, les critères réglementaires soient bien respectés. Alors, voilà. Donc, la grille des dépenses et des taux d'aide figure ici. Bon, vous voyez on se place évidemment plutôt là dans du développement expérimental.
Voilà. Alors, on en a terminé et on pourra revenir éventuellement sur ces points précis, hein, puisque évidemment, ce qu'on vous a présenté, c'est 3 opportunités et Benoît les a replacées dans un contexte plus large. Pour finir, je voulais juste, comme, il l'a dit tout à l'heure, indiquer, vers qui vous pouvez vous tourner si vous avez des pistes de projets à déposer, voilà, à BPI France, hein, et je pense que vous connaissez, Ariane, qui s'occupe des questions agricoles à BPI France. Je voulais juste, avant de passer la parole pour les questions, indiquer qu'il y a aussi d'autres mesures qui sont ouvertes. En complément de ces 3 appels à projets, il y a un appel à manifestation d'intérêt sur les démonstrateurs territoriaux qui est opéré par la Banque des territoires, et qui, pour nous, est un excellent, levier pour, combiner des solutions sur un territoire qui peut être, par exemple, celui d'une coopérative comme Agrial, ou, le territoire d'acteurs, comme des chambres d'agriculture qui ont envie de promouvoir des messages de conseil augmenter, si je puis dire, par exemple, ou évidemment tout ce qui tourne autour des plans d'alimentation territoriaux, et Benoît pourra y revenir dans la suite. Il y a également un appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et métiers d'avenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, puisque tout ce qui a été dit en introduction et au cours de notre présentation va évidemment passer par des compétences renouvelées. Et on voudrait vraiment attirer votre attention sur l'intérêt de mobiliser ce levier des compétences et métiers d'avenir, bon, qui est ouvert depuis la fin de l'année, qui est opéré à la fois par la Banque des territoires et par l'ANR. Et on n'a pas le temps d'en parler dans le détail maintenant, mais on est à votre disposition. On a mis nos mails avec Benoît pour qu'on puisse éventuellement aller plus loin sur les autres mesures qui pourraient intéresser les adhérents du pôle de compétitivité. Voilà. On vous remercie et on est à votre disposition pour quelques questions. Écoutez, merci Monsieur Vissac, merci Monsieur Assema. Il y avait une première question posée par Christophe, mais je crois que vous êtes en train d'y répondre via le chat, mais peut-être vous pouvez, Christophe, si tu avais une seconde question, peut-être que tu peux la poser à l'oral pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, merci. Donc, la première question portait sur la nationalité des partenaires potentiels. Donc, effectivement, savoir si on pouvait travailler et avoir un partenariat avec des entreprises étrangères. Donc, la réponse est effectivement si la structure est immatriculée en France. Et puis, la seconde concernait les aides, la nature des aides. Est-ce qu'on est 100% subvention? Est-ce que c'est des mix? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions, s'il vous plaît? La nature des... Excusez-moi, vous pouvez repréciser la question parce que je ne suis pas sûr Oui, d'avoir. Alors, est-ce qu'il savoir s'agit de si les... subventions ou remboursables ou pas, ou est-ce Ah que c'est bah, de l'investissement dans alors, le... Oui. d'accord. Alors, ce qui figure sur sur les pré-séries, en effet, il y a une part qui est versée en subvention, une part d'avance récupérable au, au terme du projet, hein. On regarde si le projet a été a donné lieu à une commercialisation, hein, au-delà des pré-séries, on a pu voilà, les commercialiser. Pour le reste, pour les autres appels à projets, donc Agritech et Foodtech, je pense qu'on est sur on est sur des subventions. Voilà, donc qui figurent ici, les taux figurent ici. Bon, sauf si, Oui, pour oui, tout moi, à fait, les hein. avances récupérables figurent uniquement sur pré-série. Oui, et j'ajoute que je ne suis pas sûr qu'on vous l'ait dit, j'ai un doute. Il y a un système évidemment de sélection et des projets qui sont déposés à BPI France. D'abord, il faut que vous compreniez que nous, on n'est pas à BPI France. Donc, s'il y a des questions précises, il vaut bien mieux s'adresser à l'opérateur, c'est-à-dire Ariane Voyatsakis, qui elle le gère, et on n'aurait pas envie de faire des réponses imprécises. Donc, il vaut mieux quand même, sur des points précis, d'aller voir elle. Ensuite, j'ai perdu le fil, pardon, de ce que je voulais dire. La sélection des projets. Ah oui, la sélection des projets se fait par des comités d'experts qui examinent les projets déposés. Ensuite, il y a des auditions qui sont organisées pour les projets retenus par le comité d'experts.
Et ensuite, si le projet est retenu après audition, à ce moment-là, il est accompagné par BPI France, il est instruit par BPI France. Et je vois que David Senet, qui est un excellent spécialiste au ministère de tout cela, nous donne des précisions. Vous le verrez dans le chat, il indique que l'aide est apportée, sera constituée de subventions et d'une part remboursable. Dans le cas général, la part de subvention est de 60% pour les dépenses de développement expérimental et de 75% pour les dépenses de recherche industrielle. Aucune aide de moins de 300 000 € ne sera attribuée à une entreprise relevant de la catégorie grande entreprise. Bref, ça montre qu'il y a beaucoup de détails et que pour nous qui sommes les coordinateurs, qui sommes les points focaux de tous les projets de toute nature, on n'est pas des spécialistes de l'ingénierie de ces projets-là. Donc, voilà, il Je vous vaut mieux remercie pour s'adresser à votre BPI. réponse. Voilà. S'adresser à BPI, ou vous pouvez vous adresser également au pôle, qui est un bon interlocuteur également pour vous aider à calibrer, à dimensionner, à préciser certains questionnements. En tout cas, nous sommes pour le coup conseillés, plus facile d'ailleurs que le financeur qui a quand même un devoir de réserve en la matière. Je en profite de conserver la parole parce que j'avais une seconde question sur le nombre de partenaires. Est-ce qu'il y est limité, ce nombre de partenaires pouvant participer à ces appels à projets par consortium? Alors, il doit être limité dans le cadre La d'Agritech et de réponse Foodtech. est oui. Et Ah, donc, David a répondu. Bah voilà, c'est très voilà. bien. Heureusement qu'il est là. Merci. Bravo David, merci David. L'homme de l'ombre. Merci. D'ailleurs, c'est David qui, pour le coup, est le pilote d'Agritech, hein, donc sur Foodtech, je ne sais plus qui c'est qui est le pilote, mais La Direction générale des entreprises. voilà. Donc mais en tout cas sur la partie À Agritech, Bercy. c'est la DGPE avec David Senet qui sont les pilotes, enfin, qui est le pilote. Alors, simplement, on a eu la question un peu plus tôt. Est-ce qu'il sera possible de partager ces slides-là, qui sont celles de BPI, Ah bah afin oui, qu'on puisse les transmettre? on va poser la question, mais il n'y a pas de problème. Aucun doute. Ils ont été présentés dans un autre cadre il y a une semaine, donc il n'y a pas de. Et des versions plus détaillées d'ailleurs sont disponibles en ligne, hein, je pense, sur le site de BPI France, parce que les webinaires précédents ont déjà été organisés à portée générale, là, et donc tout a été mis en ligne. Donc je pense qu'en tapant avec quelques mots-clés, vous aurez les présentations complètes de BPI France. Et effectivement, là, vous nous avez donné les contacts BPI, mais n'hésitez pas à faire un premier pas vers nous, et on peut également faire le relais vers BPI pour vous accompagner, et comme le disait Christophe, pour structurer votre réponse, pour trouver des partenaires complémentaires. Vous avez une idée, mais vous n'avez pas forcément toutes les briques. Vous avez besoin de briques complémentaires par rapport à votre projet, que ce soit côté village ou côté pôle test. Voilà, on peut être cette première porte d'entrée pour vous aider à structurer ce projet-là. Et on a parlé de label du pôle. Alors évidemment, vous n'alliez pas dire le contraire sur ce webinaire qui était co-organisé par nous, mais effectivement, n'hésitez pas, voilà, comme cela a été dit, ça permet d'apporter de la crédibilité finalement à un projet que vous souhaiteriez déposer. Donc n'hésitez pas à venir vers nous également sur cet aspect labellisation. Il vous suffit en fait de nous présenter le projet, les grandes lignes, le budget global, et vous passerez ensuite en comité d'experts, en comité de labellisation auprès du pôle, qui ensuite vous décernera, si effectivement le caractère innovant et d'autres critères sont remplis, le label du pôle TES. Christophe, là, vous aviez une question. Est-ce qu'un complément de financement peut être sollicité en cas de sélection du projet? C'est-à-dire qu'en cas de sélection, vous avez mis les taux maximaux Oui. applicables concernant cet appel à projet. Est-ce qu'il est possible d'aller voir un autre financeur régional, etc., pour avoir un complément ou un supplément de financement? Ou on est vraiment sur ce qui peut être uniquement octroyé dans le cadre de cet appel à projet? Je ne crois pas, mais je pense qu'il y a ces régimes d'aide ont été notifiés. Ils s'inscrivent dans un cadre particulier, hein, de plan de relance de France 2030.
autant je pense que sur les démonstrateurs territoriaux, on peut aller plus loin que les taux qui sont prévus. Voilà, parce on pourrait mobiliser d'autres fonds locaux, FEDER, FEADER, etc. Autant là, je pense qu'on est, mais peut-être que David peut réagir. Mais je pense qu'on est dans un système qui a été, voilà, on est déjà au plafond. Merci David, de la réglementation. Voilà, donc c'est exclusif en termes de quotité, on ne peut pas aller plus loin. Très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je veux juste rajouter un petit complément puisque vous avez parlé de l'AMI, de la Banque des territoires, démonstrateurs territoriaux des transitions. C'est un sujet qui nous intéresse fortement au pôle et sur lequel on souhaiterait pouvoir rassembler et réunir des acteurs impliqués dans l'agriculture. Alors nous, en particulier sur l'agriculture, un de nos partenaires phares, c'est effectivement la Chambre régionale d'agriculture sur laquelle on s'appuie pour pouvoir faire le lien entre nous, ce qu'on peut apporter côté numérique, et eux, nous remonter les demandes et les besoins finalement du terrain et auprès du monde agricole. Donc voilà, c'est effectivement un AMI qu'on a identifié comme étant une très belle opportunité et autour duquel on souhaite réunir. Donc c'est également un appel à tous les participants ce jour. N'hésitez pas à venir vers nous sur ce sujet-là et puis on reviendra vers vous aussi de manière qualifiée pour vous solliciter. Alors on a proposé à une collègue de la Banque des territoires de participer ce matin. Je crois qu'elle est là, Manon Plouchard. Bon, évidemment, elle est à votre disposition, ainsi que Mélanie Candas, pour pourquoi pas organiser un webinaire ultérieur sur cette question. Voilà, à partir des projets, il y a déjà des initiatives qui remontent, ou qui sont suscitées, mais c'est vraiment très intéressant. Je pense que là, on a une palette, Benoît l'a rappelé tout à l'heure, on a vraiment une palette d'actions, d'opportunités, et je pense que c'est vraiment important de les saisir. Mais vous avez raison, il est essentiel que vous puissiez préciser, jouer un rôle de relais au niveau du pôle, parce que c'est relativement complexe. Vous avez vu, même nous, on arrive à être piégé par toutes ces nuances, mais qui sont complètement indispensables s'agissant d'argent public. Mais voilà. Tout à fait. Bon, je vous invite à bien noter le nom des 2 personnes là, qui, pour le moment, vont suivre cet AMI démonstrateurs territoriaux. Je crois peut-être qu'il y en aura 3, même bientôt. Donc, Mélanie Candas et Manon, qui est en ligne, là, Manon Plouchard. Oui, bonjour. Je vais vous mettre dans le chat commun les détails de nos coordonnées si vous voulez nous joindre. Effectivement, on sera 3 à partir d'avril. Pour l'instant, on est 2. Donc, Mélanie Candas, responsable du projet, donc moi-même chargée de projet. Je vous mets les coordonnées dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Alors, on pourrait dire la même chose de tout ce qui est compétences et métiers d'avenir. On pourra vous passer les coordonnées des collègues qui, à l'ANR et à la Banque des territoires, s'occupent de cet appel à manifestation d'intérêt. Je crois que dans la région, vous avez un certain nombre de structures sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour monter des projets en lien avec les attentes des entreprises. Ça serait extrêmement intéressant. Voilà, donc, on peut en dire 2 mots, ou c'est clair pour vous, vas-y. cet AMI compétences et métiers d'avenir? Non, mais je demande à... Vas-y, je t'en prie. Bon, il y a un financement là aussi qui est tout à fait exceptionnel, hein, puisque 2 milliards d'euros sont prévus sur l'ensemble des secteurs d'activité du pays. Et donc, l'AMI date de fin décembre, c'est très récent, et les projets qui sont attendus sont de 2 natures. Soit c'est des diagnostics qui vont permettre de faire un diagnostic du coût, l'adéquation entre les besoins en compétences, notamment par rapport à la numérisation, les besoins de la tech, comme vous venez de le dire, mais il n'y a pas que ça, l'attractivité aussi des métiers, l'agroalimentaire ne sont pas toujours bien vus, c'est pas facile de fidéliser les salariés dans l'agroalimentaire, et donc il y a une partie on portera sur des diagnostics où on en est par rapport aux besoins d'avenir et par ce qui existe aujourd'hui. Et la deuxième partie de l'AMI porte sur des projets de formation innovants pour faire en sorte de créer des formations ou d'adapter des formations pour qu'elles répondent aux besoins de demain en matière de compétences, de formation, à tous les niveaux, de l'opérateur
jusqu'à l'ingénieur qui pilote les projets ou peut-être même à des doctorats. Tous les niveaux sont visés par cette AMI compétences et métiers d'avenir. Et quand vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a des fiches spécifiques pour chaque stratégie, donc vous allez accéder facilement à la fiche qui décrit les attentes pour la stratégie agriculture et à la fiche qui décrit les attentes pour la stratégie alimentation. Tout ça est en train de se lancer et il est très, très important de se mobiliser dès maintenant sur ce projet-là aussi. Compétences et métiers d'avenir. Ok, merci. C'est la Banque des Territoires, c'est l'ANR qui opère et je crois la Banque des Territoires. Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas Est-ce qu'il s'il y y a a d'autres questions. Non, j'ai pas d'autres questions. Bah, n'hésitez pas, hein, d'ici dans les quelques minutes qui nous restent sur la fin de ce webinaire. En tout cas, bah, vous l'avez bien compris, des très belles opportunités pour le secteur agricole en lien avec le numérique, sur des aspects alimentation durable, sur des aspects voilà, vraiment d'exploitation, sur des aspects plus techniques avec du machinisme sur le côté pré-série, également sur ces aspects de démonstrateurs territoriaux où vraiment on souhaite mettre en avant la collaboration entre divers acteurs au sein d'un territoire. Donc évidemment, si vous avez des projets, nous sommes là, le village et le pôle TES, pour vous y accompagner. Et vraiment, voilà, on souhaite vivement que vous soyez au fait qu'il y a des opportunités. L'État voilà, montre bien sa volonté d'accompagner les territoires et les acteurs. Donc ce sont des opportunités évidemment à saisir. Et s'il y a éventuellement d'autres opportunités, je pense au réseau des villages, hein, parce que j'avais dans une vie antérieure, j'avais fréquenté un peu le village de la rue de la Boétie. S'il y a d'autres opportunités, voilà, tous les angles d'attaque pour nous sont intéressants. L'idée étant de porter les informations au plus près des porteurs de projets. Dans le détail qui va bien. C'est pour ça qu'on est à la fois, on doit recouper évidemment entre ce qu'on vous dit et ce que les opérateurs ou les pilotes pourront vous dire. Voilà, on pourrait regarder ça. Je ne sais pas si vous avez régulièrement au niveau des villages des webinaires thématiques, évidemment, les pôles de compétitivité étant évidemment tout à fait utile et nécessaire pour également promouvoir l'information. Écoutez, mais merci beaucoup pour la proposition. Effectivement, il y a 42 villages, donc on pourra imaginer de reproduire cet événement avec d'autres villages. Ouais. Je peux me permettre de dire un mot. Je vois une question intéressante de Christophe Chauvin là, sur l'accompagnement au montage des dossiers. Alors, en fonction de la nature des projets, c'est prévu ou c'est pas prévu. Sur l'AMI démonstrateurs territoriaux, c'est prévu à hauteur de 300 000 € maximum pour une période de 18 mois. Ça veut dire que la Banque des Territoires va pouvoir, si les projets sont sélectionnés, accompagner la maturité de ce projet, le faire grandir pendant une période de 18 mois maximum avec un financement. Mais dans les cas que l'on a évoqués aujourd'hui, tout à l'heure, là, les 3 appels à projets BPI France, je n'ai pas compris que ça existait. Alors, je ne sais pas si David est là, mais je crois qu'il y a des mesures qui sont proposées par le ministère de l'Agriculture. David, tu es là? Oui, David est là. Bonjour à tous, Du vous m'entendez? Ouais. Donc, oui, effectivement, il y a des possibilités d'accompagnement pour du montage de dossiers mis en place en collaboration entre le ministère de l'Agriculture et BPI France, à la fois pour l'agroalimentaire, mais aussi pour le secteur agricole et les secteurs technologiques du secteur agricole, donc les agroéquipements, le numérique, le biocontrôle et la génétique. Donc rapprochez-vous de votre délégation régionale de BPI France qui pourra vous
renseigner sur les modalités d'accompagnement et notamment d'une aide au montage de partenariats, puisque c'est le nom de cette aide, qui peut représenter 50% des coûts de conseil dans une limite de 50 000 € d'aide. Merci beaucoup pour Merci. cette précision. Merci. Merci, David. Merci à Monsieur Vissac, merci à tout le monde, hein. Merci Arnaud aussi, Monsieur Asséna, Monsieur Sonnet. Beaucoup d'enjeux, beaucoup d'optimisme dans tous ces projets. Merci d'avoir participé. On rediffusera les bagages de présentation. Pour les participants, effectivement, dès qu'on les aura reçus de votre part, vous aurez eu l'autorisation de BPI, on pourra les partager aux participants aujourd'hui. Et pour ceux qui n'auront pas pu participer, on diffusera effectivement sur nos sites internet et puis de manière qualifiée le replay de ce webinaire pour ceux qui n'auraient pas pu y assister aujourd'hui. Et donc Guillaume et moi-même restons à votre entière disposition avec plaisir pour échanger sur vos projets. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci à tous et très bonne Merci journée. à tous. Merci beaucoup. Ouais, au revoir. Au revoir, merci.